Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, le cours dont nous allons voir aujourd'hui est la pneumopathie virale. Par définition, les pneumopathies virales, ce sont des infections respiratoires causées par des virus. C'est clair? Par rapport aux pneumopathies bactériennes qui sont causées par des bactéries. Donc, comme généralité, donc les pneumopathies virales, elles sont des infections sont fréquentes, le plus souvent bénignes, c'est-à-dire une pneumopathie virale, donc résolution spontanée, le plus souvent. C'est clair? Mais pardon. Il faut pour toutes. Mais elles peuvent être graves chez l'immunodéprimé, voire même chez l'adulte sain, si elles sont responsables d'un œdème lésionnel. C'est clair? Quels sont les agents responsables? Donc, il existe deux types. Il existe des virus à tropisme respiratoire, à savoir le myxovirus influenza et parainfluenza, les adénovirus, le virus respiratoire syncytial, l'entérovirus et le coxsackie-virus. Mais d'autres virus qui sont des virus tropisme respiratoire mais occasionnels se voient chez l'immunodéprimé, à savoir le zona, le cytomégalovirus, la rougeole et l'herpès. C'est clair? Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un tableau clinique d'une pneumopathie virale? Donc, les pneumopathies virales répondent à un certain nombre de critères, à savoir, elles surviennent donc habituellement automno-hivernal. C'est clair? C'est un caractère épidémique. Il faut savoir que les pneumopathies virales sont caractérisées par des signes fonctionnels très importants par rapport aux signes physiques. Donc, c'est la richesse des signes fonctionnels contrastant avec la pauvreté des signes cliniques, c'est-à-dire donc des arthralgies, des myalgies, altération de l'état général, un catarrhe nasal, rhinoconjonctivite, c'est clair, mais l'auscultation, elle est généralement pauvre. Donc, ce troisième critère, c'est l'évolution rapide, habituellement favorable en 4 à 6 jours. C'est clair? Maintenant, le tableau clinique d'une pneumopathie virale est caractérisé par un début caractérisé par des signes suivants. Donc, c'est une augmentation progressive de la fièvre, 39 à 40, par rapport à la pneumopathie bactérienne qui est une augmentation aiguë. Donc, les signes d'inflammation de l'arbre respiratoire supérieur, à savoir un catarrhe rhinopharyngé oculaire, des céphalées, des myalgies, des arthralgies, une toux sèche incessante, tenace, pénible et douloureuse, une sensation de malaise général et bien sûr des douleurs thoraciques diffuses. En ce qui concerne les signes fonctionnels. On a dit que le tableau clinique d'une pneumopathie virale et le tableau clinique, les signes fonctionnels sont très importants, mais l'examen physique, il est pauvre. Donc, l'examen clinique, à l'opposé pauvre, des sibilants, des rhonchus, c'est la participation bronchique et dominante, la présence de quelques râles en cas de condensation, et on a dit que l'évolution elle est rapidement résolutive chez l'adulte jeune, guérison en une semaine environ. Cependant, la pneumopathie virale, elle peut laisser une toux sèche, donc une acinie pendant quelques jours. La toux sèche, il faut savoir qu'elle peut persister donc 2 mois. C'est une abrasion de la muqueuse bronchique. Donc, la persistance de la toux après le syndrome grippal ou bien la pneumopathie virale, elle est de 2 mois. Donc, la disparition de la toux après la pneumopathie virale, soit elle est spontanée, soit avec le traitement de la toux. Antitusif, point d'interrogation.
On verra plus tard. Oui. Donc, ça dépend de l'immunité de la personne. Donc, c'est un syndrome grippal localisé aux sphères orales. C'est l'immunité, elle est médiocre. Donc, c'est la progression de l'inflammation ou bien de l'infection vers le tractus respiratoire parce que les mêmes muqueuses. C'est clair? C'est quoi ça? Après le tableau clinique, maintenant la traduction radiologique. Donc vous avez vu que la traduction radiologique dans les pneumopathies... Vous avez fait les pneumopathies bactériennes? La traduction radiologique dans les pneumopathies bactériennes, c'est quoi comme syndrome radiologique dominant? C'est une atteinte alvéolaire. Donc la traduction radiologique, c'est un syndrome de condensation alvéolaire avec c'est une opacité avec bronchogramme systématisé, surtout pneumocoque. Donc, cependant, donc, la différence entre les pneumopathies bactériennes et virales, c'est la traduction aussi radiologique. Donc, la traduction radiologique des pneumopathies virales, donc, c'est une image donc, de pneumonie éléphuge décrite par Glanzmann donc, chez l'enfant, c'est-à-dire, donc, ce sont des pneumopathies unilatérales, le plus souvent que bilatérales, donc de type interstitiel par rapport aux pneumopathies donc, bactériennes qui sont de type alvéolaire, donc de type interstitiel, donnant des images linéaires irradiant à partir du île. Ce sont des images éléphuges disposées selon les axes bronchiques, c'est-à-dire elles suivent le trajet de tractus bronchique, c'est clair? Étendu aux bases entre les îles et le diaphragme, donc, mais l'aspect peut être donc réticulonodulaire, c'est-à-dire l'aspect caractéristique, c'est une pneumonie éléphuge, donc ce sont des réticulations, donc qui irradiation du île vers la base, donc elle suit le tractus bronchique typiquement, mais on peut voir donc des nodules avec la réticulation, c'est clair? C'est clair? Donc, on a dit qu'elle se pose à l'image de la condensation alvéolaire qui se voit dans l'atteinte bactérienne. Donc, la radio, c'est quoi comme image? C'est une radio normale. C'est quoi comme image? Tout d'abord, donc il faut localiser le siège. Est-ce que le champ pulmonaire droit ou bien le gauche? Très bien. Oui. Quel type d'image? C'est une image illéphuge, donc du ulvaire. C'est une infiltration réticulaire, donc confluente par endroits. Opacité, elle a une forme, soit donc l'opacité ronde ou bien ovalaire, mais l'infiltration en plage n'a pas de forme. Quitte qu'on l'image, elle n'a pas de forme, il ne faut pas parler d'une opacité, parce que l'opacité demande la forme. C'est clair? Donc c'est une réticulation éléphuge du île vers la base. Quelle est la particularité de cette radio? Donc, dans les critères d'interprétation radiologique, normalement, la coupole diaphragmatique droite est plus surélevée de 1,5 à 2 cm par rapport à la coupole diaphragmatique gauche. Ici, c'est quoi? C'est l'inverse, c'est une paralysée donc diaphragmatique gauche. C'est clair? C'est une atteinte virale, oui. Cette image.
Donc, il faut localiser le siège. C'est quoi oui, exactement. C'est le contraire de la radio précédente. Donc, c'est une infiltration et les fuges. La radio précédente, c'est le siège gauche. Cette radio, c'est le siège à droite, mais sans paralysie diaphragmatique. C'est clair? Donc, c'est quoi comme image? Oui, très bien. Le champ pulmonaire droit, donc paracardiaque à droite, ou bien l'angle cardiophrényque, près de l'angle cardiophrényque et le siège d'une quoi? Infiltration réticulo-micronodulaire. Donc c'est le lobe moyen. On ne peut pas trancher, mais le profil donc, qui localise cette pneumopathie, donc c'est le profil. Sur le profil, donc c'est le lobe moyen. C'est clair? Donc la lésion elle est là. Pardon. La lésion elle est là. C'est clair? Et sur le profil, la lésion, elle est là. Parce que la grande césure, donc elle est oblique. Donc elle divise le poumon en deux. Et la petite césure, elle est horizontale. C'est le lobe moyen. C'est clair? Donc on a dit que la pneumopathie virale est caractérisée par des signes fonctionnels très importants, contrastant avec un examen physique pauvre. Donc la biologie, elle n'a pas d'intérêt dans les pneumopathies virales. Donc la VS, elle est toujours élevée, c'est une inflammation, c'est une inflammation causée par l'infection. Donc la particularité de la pneumopathie virale, c'est la leucopénie par rapport aux pneumopathies bactériennes qui sont caractérisées par une hyperleucocytose. Donc, cependant, l'hyperleucocytose dans les pneumopathies virales, c'est un signe de l'hyperleucocytose. C'est-à-dire un malade qui présente une pneumopathie virale, normalement, à la FNS, c'est une leucopénie. Donc, on a trouvé une hyperleucocytose, témoignant d'une surinfection. L'hyperleucocytose dans les pneumopathies virales, donc c'est la traduction d'une surinfection bactérienne. Cependant, la mise en évidence du virus est difficile et sans intérêt pratique. Donc une séroconversation virale est un argument de faible intérêt, c'est-à-dire elle ni spécifique ni sensible. C'est-à-dire la séroconversation, donc c'est la présence des anticorps IgM et IgG dans le sérum d'un malade qui était négatif. C'est clair? La biologie, après la biologie, l'évolution et les complications. On a dit que l'évolution, donc, elle est généralement favorable, la régression donc en 4 à 6 jours. Cependant, des complications donc, peuvent survenir à type de surinfection bronchopulmonaire bactérienne, caractérisée par des crachats purulents. La FNS, c'est l'hyperleucocytose, c'est clair. Autres complications par rapport à c'est un épanchement pleural ou bien péricardique et méningite à liquide clair. Donc il faut savoir que les séquelles sont rares. On a signalé parfois des bronchictasies post-pneumopathie virale. Bronchictasie, c'est-à-dire DDB, dilatation des bronches. C'est clair? Oui. Donc voici un tableau comparatif entre les pneumopathies bactériennes et les pneumopathies virales. Donc les pneumopathies virales caractérisées, on a dit, par un début progressif par rapport aux pneumopathies bactériennes. Donc les signes généraux, on a dit que une fièvre cependant très importante en cas de pneumopathie bactérienne. Donc les signes fonctionnels, il faut voir que les signes fonctionnels dans les pneumopathies bactériennes, donc ce sont les points de côté.
l'atout productif, l'expectoration, soit mycopurulente ou bien hématoïque. Dans les pneumopathies virales, c'est l'atout sèche. Les signes physiques, donc on a dit que la présence d'un syndrome de condensation alvéolaire. Donc dans les pneumopathies virales, donc l'examen, on a dit qu'il est pauvre, sauf en cas d'atteinte bronchique, ce sont des ronflements ou bien des râles sous-crépitants. La biologie, donc les pneumopathies bactériennes caractérisées par une hyperleucocytose APNN, cependant les pneumopathies virales caractérisées par une leuconeutropénie. En ce qui concerne les signes radiologiques, on a dit que c'est par rapport au mécanisme physiopathologique. Dans les pneumopathies bactériennes, c'est une atteinte alvéolaire. Dans la traduction radiologique, c'est un syndrome de condensation. Et dans l'atteinte des pneumopathies virales, c'est une atteinte bronchique. Donc, la traduction radiologique, c'est une opacité et refuge. Donc, infiltration réticulaire, parfois réticulo-nodulaire. C'est clair? Madame, les arguments généraux, fonctionnels, est-ce qu'il suffit pour donner un traitement antibiotique pour un syndrome grippal? Par exemple, si le malade il a des toux productifs, il a une fièvre 40, début grippal, on prescrit des antibiotiques? Non, en cas de pneumopathie, donc pneumopathie virale, pas d'indication d'antibiotique. Cependant, c'est le malade, donc après 6 jours, aucune amélioration, la réapparition d'une fièvre, les crachats, on a dit que dans les pneumopathies virales, c'est une toux sèche, donc la réapparition d'une expectoration, une expectoration mycopurulente, donc, et la réapparition d'une fièvre, la radio, c'est un syndrome de condensation, on a le droit de mettre le patient sous traitement avec bien sûr la FNS hyperleucocytose. Ce sont des critères donc, cliniques, radiologiques et biologiques de la surinfection. On peut mettre le patient sous traitement. Cependant, il faut savoir que crachat purulent ne signifie pas la surinfection. Crachat purulent seul ne signifie pas la surinfection parce que au cours de l'inflammation, l'abrasion du tapis mucociliaire, donc ce sont des sécrétions qui peuvent être purulentes et ne signifient pas la surinfection. C'est-à-dire le crachat purulent seul ne signifie pas la surinfection. Il faut des arguments cliniques, biologiques et radiologiques. C'est clair? Si un syndrome grippal persiste plus de séjours, on a le droit de demander un radio? Bien sûr, bien sûr. Oui. C'est clair? C'est des questions. C'est clair? Maintenant, le traitement. Quel est le traitement d'une pneumopathie virale après avoir donc, les arguments? Donc, c'est une installation progressive, syndrome grippal, après un syndrome grippal, des myalgies, arthralgies, une toux sèche. Les antalgiques. Très bien, les antalgiques, parce que la douleur, elle est très importante, oui. Entre parenthèses, on a le coronavirus parce que c'est un virus nouveau, pas d'études. Donc, je suis un petit rappel sur le coronavirus. Disons. Ouais, très bien, oui. On traite la fièvre, des antipyrétiques parce que c'est les antalgiques en cas de douleur. La toux sèche, donc il faut donc normalement il faut respecter la toux. Sauf en cas d'une toux gênante, il faut donner les antitussives. Les antibiotiques. Pas d'indication, sauf sur infection. C'est clair? Quel est le meilleur traitement, donc le traitement préventif? Très bien. Le meilleur traitement donc, de la pneumopathie virale, de la grippe, de coronavirus, c'est la vaccination. Ou bien, soit c'est la vaccination, soit il faut donc une barrière immunitaire. Il faut construire une barrière immunitaire solide, c'est-à-dire il faut manger bio, il faut dormir très bien, il faut pratiquer le sport, il faut manger bien bio.
c'est-à-dire aucune c'est-à-dire سنقول لكم بالعربيه ما تاكل ما اسمها حاجه تفوت على تفوت على الوزين il faut pas manger هذاك vitamine D vitamine C il faut manger bio mais l'immunité donc en cas de un sommeil perturbé un stress surmenage donc l'immunité va diminuer et donc source d'infection. C'est clair? Le traitement, donc il est purement symptomatique, donc des antipyrétiques pour la fièvre, des antitussifs pour un toux sèche. Cependant, donc les antitussifs sont contre-indiqués en cas d'une toux grasse productive parce que risque de inondation alvéolaire, surinfection et stagnation. Très bien. Donc les antalgiques parce que on a dit que myalgie, arthralgie, donc ce sont des douleurs légères de la grippe, c'est une douleur vraiment pénible. Donc vitamine C et la réhydratation chez le vieillard parce que la fièvre, la dyspnée, c'est source de déshydratation. Les antibiotiques ne sont pas indiqués qu'en cas de surinfection. On a dit que la surinfection donc clinique, biologique et radiologique. Et le traitement préventif, donc c'est la vaccination, c'est le seul traitement préventif. Donc il faut savoir que elle est recommandée chez les sujets âgés, les cardiaques, l'insuffisance respiratoire. C'est clair? Donc il s'agit d'un vaccin constitué de souches adoptées au contexte épidémiologique, c'est-à-dire le vaccin de la grippe, elle contient 4 souches de virus inactivées. C'est clair? Donc les seules contre-indications, ce sont une infection donc, évolutive ou bien les allergies aux protéines. C'est clair? C'est bon. Pour le coronavirus. Coronavirus, c'est une maladie, c'est un virus nouveau, donc pas d'études. Donc certes, c'est une infection, donc elle est sévère, responsable de pneumopathie bilatérale, donc avec désaturation, le pronostic, c'est le décès, donc toujours. La radio, c'est un verre dépolé, bilatéral généralement, elle est périphérique, c'est clair. Donc la contamination par voie aérienne. Des questions. Actuellement, c'est le vaccin, donc la vaccination Sputnik 5. Donc c'est un vaccin, elle est efficace, ça dépend des études, donc 91%, elle est efficace. Contient 2 victoires. La première fois avec un rappel. 21 jours, un rappel. Le premier vecteur donc, contient, donc, c'est un adénovirus, adénovirus inactif de reproduction, c'est-à-dire il pénètre dans la cellule et produit des protéines S. Deuxième rappel, c'est à 21 jours, donc c'est un adénovirus pour prolonger, le même principe, mais pour prolonger l'immunité. Des questions? Le traitement, on a dit que c'est une pneumopathie virale, pas de traitement. Les études libéraux, début qu'on a fait le chloroquine, mais on a trouvé qu'il mourut toujours par effet secondaire que par Covid. Viral, il faut traiter, donc on surveille la surinfection par la clinique, la biologie et la radiologie, toujours la surinfection. On traite par des antibiotiques. C'est tout, oui. Parce que c'est une infection thrombogène. Donc on a trouvé des malades qui font des embolies, des thrombus. C'est la surinfection. Donc j'ai un sujet. Un malade sain ne fait pas l'infection virale. C'est clair? Généralement, chez des malades, soit âgés, en âge supérieur à 65 ans, c'est une immunodépression. Soit avec une PAR, c'est clair? Donc c'est une infection, l'opilox c'est systématique.
Maintenant, donc à base préventive, donc systématique, avec dosage de dédimère. Et la dédimère, c'est une dose curative. Il y a le traitement, normalement, c'est le Zithromax, c'est un macrolide. L'oxygène en fonction de la saturation. L'hydratation, elle est très importante. On a dit que la dyspnée, l'inflammation, l'hydratation, elle est très importante. L'Ovinox, à dose préventive, c'est des démers négatifs. À dose curative, c'est des démers. Normalement, la durée de traitement, malade, 10 jours, l'évolution, normalement, elle est bien. Mais la plupart des malades, donc ils gagnent un mois et demi sans amélioration parce que les complications de l'allaitement, diabétique, complications cétone, acidocétose diabétique, c'est même plusieurs insuffisances rénales, plusieurs complications. Donc on traite le diabète, l'insuffisance rénale, les thromboses et la pneumopathie cognitive. Madame, les macrolides donnent en traitement sur infection ou directement? Non, chapitre. Le COVID, normalement la première semaine c'est le PCR parce que le virus il connaît l'atmosphère ORL. La deuxième semaine c'est la TDM parce que l'infection elle est descendue. Donc c'est la TDM. Et la troisième semaine c'est la sérologie, donc le dosage des IgM et des IgG. C'est-à-dire, donc un scanner, la première semaine n'élimine pas Covid. PCR deuxième semaine n'élimine pas Covid. C'est clair? Petite question. Le protocole thérapeutique, donc normalement malade Covid, PCR positif, Zithromax, la première semaine Zithromax pour éviter le systématique. Le protocole thérapeutique, jamais le ministère. C'est clair? Et la chloroquine, parce qu'il a une influence inflammatoire. Chloroquine, oui, les malades parasitaires. Un pourcentage qui dira on يبدا le chloroquine. Même l'OMS qu'elle n'est pas efficace. حنا دركا ما بداش نستعملوه باسكو كاين des complications dues au traitement que Covid. Madame, il les cicatres du thorax. Exactement, oui. Donc, ce qu'on atteint, elle est très importante parce que c'est avec des pourcentages, 10, 25, 50, 75, avec des séquelles. Et l'oxygène, parce que l'oxygène est doit fort diminuer, parce que la saturation est très diminuée. Donc, l'oxygène, il est source de fibrose. Maladie, mois et demi, avec oxygène 15 litres, 10 litres, c'est une source de fibrose. C'est parmi les médicaments fibrogènes, c'est l'oxygénothérapie à fort débit. Là, il y a un malade, mais il n'y a aucune amélioration, tout le négatif. Dans le scanner, c'est une fibrose. C'est une fibrose causée par le Covid, aggravée par l'oxygénothérapie à fort débit. Madame, la durée de couverture de vaccin anti-Covid, elle est de combien? C'est un nouveau, Mais il ne connaît pas. Il ne connaît pas, oui. Parce que docteur Mdele, il dit vaccin, vaccination, G1, G21, c'est une surveillance. Surveillance des effets secondaires à court terme et à long terme. Parce que rapide, mais des vaccins avec études prolongées, c'est une urgence. De toute façon, ce qu'il faut retenir dans les innovations virales, il faut construire une barrière, c'est l'immunité personnelle, donc c'est compliqué.